bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour sur cette premier webinaire un petit peu spécifique que le bureau de la Ligue a souhaité organiser. On va attendre 1 ou 2 minutes que Vincent nous donne le top départ par rapport au nombre de participants pour être sûr qu'on ait bien un grand nombre de participants. On est plusieurs qui se connectent encore au son, qui n'ont pas encore de son. Ou alors c'est qu'ils n'ont pas de micro et qui nous entendent, j'en sais rien. J'ai encore une personne en cours de connexion. On va voir. Très bien. On peut peut-être indiquer la façon de fonctionner, Vincent, c'est toujours bien. Donc, on va être sur un échange, une animation qui va être faite par les membres du bureau de la Ligue. Et vous avez la possibilité au fur et à mesure de poser des questions dans le chat auxquelles on essaiera à la fin de chacune des parties de répondre. Donc, si Vincent me dit que c'est bon, qu'on a un grand nombre. Là, nous sommes 34 actuellement. J'ai personne. Enfin, j'ai désactivé la salle d'attente. Donc, tous ceux qui arrivent, 35, ça arrive encore, mais doucement, mais sûrement. À ce moment-là, je vous propose de commencer. Donc, c'est la première fois qu'on fait ce type de webinaire. En fait, c'est venu d'un constat au bureau d'un certain nombre de ressentis de nos présidents de commission. En l'occurrence, les présidents de commissions sportives, de commissions de discipline et de commissions d'arbitrage. On y a vu quelque part un signal assez faible finalement des violences ou des incivilités, parce que par rapport à d'autres sports, le volleyball est plutôt protégé de cela, mais n'est pas soumis à des réunions hebdomadaires de notre commission de discipline, comme ça peut être le cas dans d'autres sports. Mais on a préféré prendre ce sujet au sérieux afin que notre sport reste sans violence et puis afin de conserver notre cohésion. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on ne va traiter dans ce webinaire que des incivilités et des violences voilà, au terrain, et on ne viendra pas traiter des violences sexuelles qui, elles, ont vraiment un traitement spécifique et de la Fédération française de volleyball en partenariat avec les services de l'État, la police, la justice et le ministère des Sports. Voilà ce qu'on peut dire en petite introduction, Brigitte, ou... Oui, peut-être qu'on peut introduire les personnes qui vont intervenir ce soir, qui sont membres du bureau ou du comité directeur, à part toi-même, président de la Ligue. Donc, il y a Jean-Paul Alloro, qui est le président de la commission discipline, qui est ancien président de la LNV, voilà, membre du bureau. Il y a Claude Michel, qui est le trésorier de la Ligue et qui est membre de la commission fédérale d'appel. Yves Molinario, président de la CRS, président du 78. Arnaud Prigent, qui est vice-président de la Ligue et membre de la commission discipline, Vincent Vorette, qui est le président de la commission arbitrage, et toi-même, Sébastien, plus Céline Beauchamp et moi-même, qui allons un petit peu animer les débats ou poser les questions, voilà, en dehors des questions qui seront posées par l'auditoire. Voilà. Donc là, tu as balayé globalement en intro le sujet. Par rapport aux incivilités, aux violences, là, dans le webinaire, il n'y a pas de gravité systématique. On ne peut pas dire non plus qu'il y ait des empoignades physiques ou voilà. Ma question peut-être à Jean-Paul sur la discipline. Tu as des empoignades vraiment, mais des tentatives, oui. Ouais. On peut appeler ça des tentatives, des gestes qui ne sont pas loin de l'empoignade. D'accord. Et il faut quand même rappeler que le comportement, il n'y a pas que les lois du jeu qui prévalent, et voilà, il y a aussi le comportement sur une aire de jeu, et avant et après. Donc, il y a quand même une charte d'éthique et la déontologie du volley qui doit être respectée. Des questions.
Oui, on peut Jean-Paul, compléter tes propos, hein, en rappelant qu'on a, au niveau régional, on a signé avec le conseil régional le D'accord. fait qu'on soit un sport voilà, sans violence. Très violent. On s'est engagé dans cette voie-là. Et puis, de manière aussi, si on revient de manière un petit peu plus précise, on a aussi au niveau de nos textes, au niveau de la fédération, on a également, je vais vous montrer un petit rappel. Voilà, si j'arrive à dérouler mon diaporama, Ah oui. je vais pas y arriver. Un petit rappel à moi. Voilà, évidemment, c'est les diapos antérieures que je voudrais avoir. Elle est trop vite. Alors, j'arrête le partage pour revenir en arrière. Et moi. Je peux indiquer pendant que tu cherches que on a articulé la soirée sur trois thématiques, à part l'intro, les constats qui ont été faits, donc les différents constats des commissions qu'on a évoquées, et puis un petit rappel au règlement, parce qu'on s'est aussi aperçu qu'il y avait une méconnaissance flagrante de ce qu'étaient les sanctions et de ce qu'elles pouvaient impliquer, parce que on est quand même sur un règlement calqué sur un règlement fédéral qui est sévère, donc même si les commissions peuvent alléger, voilà, donc il y a un rappel au règlement et puis proposer un plan d'action en troisième partie. Alors, je ne sais pas si au niveau des questions de l'auditoire, on règle en fin de chaque chapitre ou bien est-ce qu'on fait tout à la fin? Oui, peut-être c'est mieux à chaud sur chacune des… Ouais, ok. En fin de chaque chapitre, effectivement. Alors voilà, je repartage mon écran, voilà, en espérant y arriver cette fois-ci à peu près correctement. Excusez-moi. Je vais en profiter pour rappeler, pour ceux qui viennent d'arriver, la partie technique de la soirée, comme ça te laisse le temps de partager. Donc, vos micros sont tous coupés et vous ne pouvez pas les allumer. Ça nous évitera d'avoir 40 participants qui parlent tous en même temps. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez dans la discussion. Comme ça, vous pourrez… Enfin voilà, comme on vient de dire, à la fin de chaque gros chapitre, entre guillemets, on pourra répondre à toutes les questions qui ont été soulevées pendant cette période. Et on verra si vraiment il y a besoin d'un question ou d'un débat. Vous pouvez toujours essayer de lever la main et on verra si on a les moyens de vous donner la parole ou pas, en fonction de où on en sera. Voilà, je voulais effectivement sur cette introduction insister un petit peu sur la charte d'éthique et de déontologie, l'effet volet, qui est un document qui est très court, hein, qui a 2 ou 3 pages de mémoire, et qui est quelque part un petit peu notre loi commune destinée à tous nous protéger, autour de principes généraux. Donc j'ai fait un petit rappel effectivement sur ces principes généraux, c'est-à-dire le respect des statuts, des règlements, des décisions, des procédures, de l'ensemble des acteurs du volet, et c'est un petit peu ça qui nous intéresse ce soir, le devoir de réserve, l'exemplarité et l'intégrité. Voilà. Le diaporama, il est assez succinct, mais il sera envoyé aux participants, j'espère dès demain, et ça nous semblait important de le rappeler. Comme tu l'as dit, Brigitte, voilà, 3 parties, les constats, les rappels réglementaires et le plan d'action. On va commencer. Donc, on commence la première partie des constats. On a un certain nombre de signaux faibles ou plus ou moins faibles, on va dire, et des comportements inacceptables de plus en plus fréquents, que ce soit de capitaines, de joueurs, éventuellement de coachs, voire dans le public, des comportements donc dans les tribunes plus ou moins à canaliser. Donc, il y a aussi ça à gérer pour les dirigeants que nous sommes tous. Il y a les responsables de salle, certes, mais voilà, c'est pas évident de canaliser un public enthousiaste et qui est partial. Donc, sont aussi des choses à essayer de contrer, de gérer, etc. Donc, je sais pas,
dans l'éthique, par rapport à l'éthique et à la déontologie au niveau de Sébastien, je ne sais pas si ou la commission discipline, qu'est-ce que… On verra peut-être effectivement avec la discipline après, mais c'est vrai qu'on constate, c'est quelque chose qui est partagé, une certaine montée des sensibilités, hein, c'est le reflet tout simplement de notre société, donc c'est valable aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Voilà, avec parfois des gestes qui sont déplacés, hein, où on a des comportements où les gens sans doute sont parfois emportés par l'élan. Dans les tribunes, parfois aussi, on encourage, mais quand on encourage, ça ne doit pas glisser vers l'insulte, hein, ou le fait de souhaiter déstabiliser les adversaires ou les entraîneurs. On sait tous que c'est encore plus vrai pour nos jeunes, hein, c'est une façon éventuellement de les décourager, de les pénaliser. Donc, il faut qu'on arrive aussi à faire en sorte que par tous et par tous les acteurs, l'erreur qui fait partie de notre jeu soit pleinement intégrée. On accepte les erreurs des joueurs et on n'accepte pas forcément les erreurs, notamment des arbitres. Et donc, il faut accepter, ça fait partie de notre sport, il faut accepter ces erreurs. Voilà. Donc, je laisse la parole à Céline pour la suite. Sur l'impact sur les arbitres, c'est ça, il me semble. Donc, quel impact sur les arbitres? Je pense que c'est à Vincent de répondre. Avant que Vincent réponde, je peux quand même souligner que souvent nous sommes confrontés à des insultes, des mots un peu pas très gentils sur les arbitres, de joueurs ou d'entraîneurs. Et ça, j'allais dire, on ne peut pas jouer au volley-ball sans arbitre, quel que soit le grade de l'arbitre. Il y a des gens qui, malheureusement, oublient que l'arbitre est indispensable. Et qu'il est incontournable. C'est incontournable, oui. Vincent a peut-être quelques mots à rajouter, mais j'allais dire, nous, on le constate dans les affaires qui nous sont arrivées. Alors, par rapport aux chiffres, là, aux statistiques qui sont dans le webinaire, là, ça serait intéressant de montrer l'accroissement du nombre de cartons, etc. Voilà. Moi, je peux aborder le sujet, si vous voulez bien. Yves. Donc, en tant que président de la commission sportive, on a constaté sur la première moitié de saison un nombre important de cartons jaunes et cartons rouges. On a autant de cartons jaunes et de cartons rouges sur la moitié de saison par rapport à une saison complète l'an dernier et l'année d'avant. Donc, on a reculé sur 3 ans pour voir. Donc, on est aujourd'hui à fin janvier à 43 cartons jaunes et 7 cartons rouges, ce qui représentait à peu près la totalité de la saison dernière, sachant que les cartons sont principalement donnés plutôt en fin de saison, les avertissements, lorsque le classement de l'équipe est tendu, soit pour essayer de se sauver, soit pour essayer de monter. Donc, c'est effectivement un accroissement qui est relativement significatif quand même. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner sur la fin de saison, mais pour l'instant, c'est quand même, on s'interroge là-dessus. Voilà. Du coup, on voit Yves aussi dans le travail qu'a fait Tarek. Et là, c'est les suspensions, hein, le nombre de joueurs qui sont suspendus. On a aussi quelque chose de tendance à la hausse, hein, même si on est sur une demi-saison. Oui, oui. Ben, c'est la conséquence des avertissements. Il faut savoir donc, dans le règlement, je vais aborder ce point de règlement, c'est que lorsqu'on a un carton jaune, le joueur ou la joueuse a une inscription sur le relevé réglementaire des infractions et la peine est doublée si c'est un entraîneur ou si c'est le capitaine. Et à partir de 3 relevés, automatiquement, la sanction automatique, c'est 7 jours de suspension. Et la notification
enfin, la sanction démarre au moment de la notification. Hein. Mm. Ça, c'est important de savoir. Donc, le joueur n'a pas été notifié, il n'est pas suspendu. Donc, carton jaune, c'est une inscription, doublé pour le capitaine ou l'entraîneur, et carton rouge, c'est 2. Mhm. Donc, on arrive très vite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les relevés, ils durent 1 an. Je ne dis pas une saison, mais bien un an, hein, de date à date. Si un joueur a un carton rouge au 1er mai, il est sur le relevé jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Ça, c'est important. Donc, parce qu'il y a souvent des joueurs qui s'étonnent d'avoir une sanction alors que c'est le premier carton jaune de la saison. Mais non, il en avait déjà une, déjà en fin de saison, donc c'est la conséquence. Voilà. Ça, c'est l'aspect réglementaire. Et l'impact sur les arbitres hein, de toutes ces… Parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des arbitres aussi qui vont à reculons, quoi. Enfin, il y en a qui arrêtent aussi l'arbitrage parce qu'il y a ça induit enfin, les comportements induisent aussi une lassitude des arbitres. Enfin, c'est à l'encontre de ce qu'il nous faudrait puisqu'on est toujours à constater qu'on en manque. Donc, je ne sais pas, Vincent. Je vais prendre la parole. Bonsoir à tous. Donc, je suis Vincent, le président de la CRA. Je vais également donner la parole avec moi à Isabelle Dufour, qui est avec moi à la CRA. Comme ça, on va pouvoir interagir tous les deux. Donc, déjà, nous, le constat qu'on fait, effectivement, c'est qu'on a des arbitres qui se font agresser. Alors, verbalement, comme nous disait Jean-Paul, on en a de plus en plus. Certains le vivent plus ou moins bien. Certains le vivent plus ou moins mal. Et on a des arbitres qui nous demandent, par exemple, de ne plus aller arbitrer certains clubs, parce que ça s'est mal passé chez eux. Certains arbitres qui ont carrément arrêté l'arbitrage parce qu'ils se sont fait agresser. On a eu le cas notamment pour une arbitre jeune l'année dernière qui s'est faite prise à partie violemment au volleyade par l'entraîneur et par un des parents, je crois, et qui a décidé après ça de ne pas continuer l'arbitrage. Donc voilà, il ne faut pas oublier que les arbitres, comme on l'a rappelé, sont aussi des êtres humains. On fait des fautes. A priori, on en fait moins que les joueurs. On dit toujours. Ouais. Mais Si je peux rebondir là-dessus. bien sûr, vas-y, Isa. Bien sûr, les arbitres font des erreurs. Le but de l'arbitre, c'est d'être équitable et juste. C'est pas forcément d'être sans erreur. Les erreurs qu'on commet, déjà, il faut déterminer si effectivement c'est une erreur. Et ça, en fait, il n'y a que la vidéo quelque part qui peut nous le dire. Parce qu'un entraîneur, un joueur qui a un autre angle peut voir autre chose, peut avoir d'autres sensations. C'est pour ça que le rôle de l'arbitre, de la neutralité, c'est vraiment de sa position. On a vraiment une position particulière, un angle particulier qu'aucune autre personne a sur le match, d'accord ? D'être à 90 degrés, c'est pas naturel pour les joueurs. Et cette position-là nous donne effectivement cette neutralité. Et si on fait une erreur, on a une certaine vision d'un côté, on va avoir la même de l'autre côté. Donc, au final, en fait, ça va s'équilibrer. C'est vrai que c'est un discours qu'on essaye aussi d'avoir auprès des joueurs, des entraîneurs, pour calmer certaines situations. C'est de se dire, OK, mon job, c'est de rester juste et équitable. C'est compliqué, effectivement, Vincent l'a bien dit, on a des arbitres qui arrêtent à cause des réactions des joueurs envers eux, à cause de ce qu'ils entendent. Et effectivement, je ne vois pas l'intérêt de passer mes week-ends à me faire agresser. En fait, ils perdent le plaisir. Les arbitres sont… Alors, on est indemnisé, certes, mais absolument pas professionnel. Et même les arbitres, moi j'arbitre en LNV, on arbitre énormément. Mais je ne paye pas mon loyer avec. Hein. C'est juste pas possible. On fait tout ça par passion, comme entraîneurs, comme ceux qui qui donnent de leur temps dans les commissions, etc. Et il faut aussi avoir en tête qu'au niveau régional, départemental, régional, les premiers niveaux, ce sont vraiment les plus durs à arbitrer parce qu'on est face à des joueurs qui sont là pour se faire plaisir dans la compétition quand même aussi. Mais ce n'est pas leur métier, ils ne connaissent pas leur règlement non plus à
à 100%. Il y a des grosses lacunes sur le règlement, des règles qui sont dites un peu qui traînent, des changements, ils ne sont pas au courant et ça peut s'entendre aussi. Et on a des arbitres qui ont aussi besoin d'apprendre. Et on apprend à tous les niveaux, même à l'international, ils continuent à apprendre. Mais à ces niveaux-là, on a aussi des arbitres qui débutent. Les joueurs, les entraîneurs, il y a des lieux, des temps pour vraiment s'entraîner en dehors de la compétition. Les arbitres, on a des temps théoriques, on travaille notre règlement, la CRA organise aussi des quiz, des visios de formation, tout ça reste théorique. On a parfois des supervisions. Malheureusement, on n'a pas suffisamment par manque de disponibilité au-dessus de superviseurs, par manque les superviseurs sont aussi arbitres, ils sont aussi pris sur leur match. On essaye un maximum là-dessus, mais encore insuffisant, on est d'accord là-dessus. Mais il n'y a pas d'entraînement à la pratique. On s'entraîne en fait sur des matchs officiels. Donc, c'est un apprentissage aussi à avoir. Et effectivement, avoir des réactions qu'il faut apprendre aussi en tant qu'arbitre à accepter, des émotions qui partent chez les joueurs. Mais ce n'est pas naturel, c'est humain aussi. Les arbitres sont des humains. On ne peut pas être remplacé par des robots, il y a bien une raison. Et donc, il y a des échanges comme ça, il y a des réactions qui, malheureusement, à ces niveaux-là où c'est vraiment les plus compliqués à vraiment arbitrer, même, enfin, pour moi en tout cas, mes pires matchs, ce sont des matchs de régional. Parce que la gestion, en fait, les joueurs pensent connaître le règlement, pensent le savoir mieux que les arbitres. Bon, je ne peux pas dire que c'est à 100% toujours les arbitres ont raison. Ok, ça on l'accepte, mais encore une fois, c'est de l'apprentissage, on travaille là-dessus. Et c'est surréaction vraiment, et on entend des joueurs des fois quand on discute après avec eux, quand on échange, ils sont là, mais on dit ça, mais en même temps, moi, je n'irai pas arbitrer, je n'irai pas en fait me faire insulter par les joueurs, j'aimerais pas cette position-là. Et en même temps, c'est des joueurs qui viennent nous agresser pendant le match. C'est extrêmement déstabilisant pour les arbitres, d'autant plus quand c'est des jeunes. On a des petites problématiques aussi des fois avec des féminines, ou ça arrive aussi avec les masculins, hein, mais c'est vrai qu'il y en a des positions qui ne sont pas forcément évidentes et que c'est très appréciable. On a des entraîneurs qui arrivent à dire à leurs joueurs « Non, stop, maintenant vous arrêtez d'arbitrer. Si vous voulez arbitrer, vous prenez le sifflet. » Ça fait du bien sur les matchs. Ça aide aussi les arbitres s'il y a des entraîneurs qui sont là. En tout cas, ne pas mettre la pression à l'arbitre, c'est ce qui permet aussi à l'arbitre de faire le meilleur match et d'être le plus juste et équitable. À force, en fait, d'avoir des joueurs, des entraîneurs qui tentent une pression sur les arbitres, peut-être pour essayer de jouer avec, ça, j'entends à un certain niveau, mais à plus petit niveau, c'est quand même un esprit, enfin, en tout cas pour ma part, je trouve un peu particulier. À force de mettre cette pression-là, on amène l'arbitre à faire des erreurs, et dans les deux sens. Et donc, ce ne sera jamais bénéfique au jeu, ça ne sera jamais bénéfique à notre sport et au résultat sportif, qui va être biaisé par ça, malheureusement. Merci, et puis, je dirais aussi que ceux qui se permettent ce genre de comportement, très souvent, enfin, on le voit sur les compétitions de jeunes, les parents ou des entraîneurs se permettent de maltraiter les jeunes arbitres. Et là, c'est quand même notre génération future d'arbitres. Donc, c'est hyper important d'enrayer ce phénomène ou de faire en sorte que ça s'améliore, du moins. Je suis d'accord par l'exemple, en fait. C'est vrai que l'exemple des personnes responsables, c'est pas pour rien si l'entraîneur, le capitaine, au niveau des sanctions, ça coûte plus cher. C'est que ce sont les personnes responsables et ils ont quand même ce devoir d'exemple et d'apprendre effectivement aux joueurs de pouvoir, et d'apprendre aussi aux accompagnants en fait dans les compétitions jeunes, mais pas que jeunes, hein, la difficulté que c'est. Et je sais qu'il y a des clubs qui le font aussi, qui amènent tous leurs jeunes à faire régulièrement de l'arbitrage, même en interne, histoire de montrer ce que c'est. Il y a des actions à faire, effectivement. C'est un joueur qui m'avait dit ça, et on l'a constaté également, c'est qu'en fait, les joueurs qui finalement arrivent à mettre de côté l'arbitrage, à ne pas se focaliser sur les potentielles erreurs de l'arbitre, finalement jouent mieux aussi, sont concentrés sur leur jeu.
Donc, c'est un gain vraiment un peu pour tout le monde. Et il y a effectivement une bonne remarque dans le commentaire. Au niveau, à part en pré-national, les arbitres sont seuls. Et physiquement, c'est impossible pour personne de regarder à la fois un ballon au fond du terrain, savoir s'il est in ou out, et en même temps une faute de filet. Techniquement, c'est pas possible. Donc, il y a des choses aussi comme ça. Avec l'expérience, on apprend à pressentir certaines fautes plutôt que d'autres. Mais pareil, avec l'expérience et même avec de l'expérience, ce jour-là, on peut être un chouille plus fatigué ou il peut y avoir eu un truc qui nous a perturbé juste à côté. On peut louper quand même quelque chose. Donc, effectivement, c'est un discours à pas hésiter à aller discuter calmement. S'il y a besoin de prendre un temps après le match, on a le droit d'être énervé, on a le droit d'être dans ses émotions. Tout de suite, ne pas discuter avec l'arbitre, ok, mais après, rediscuter avec l'arbitre sur certaines situations dans l'échange, d'accord, pas juste se défouler sur l'arbitre. On n'est pas des punching balls là-dessus. Et dans ce cas-là, il ne faudra pas s'étonner si l'arbitre a un rejet aussi de ça. Et parfois, effectivement, nous, on apprend aussi de côté dans notre formation aux arbitres à accepter aussi certaines émotions des joueurs et accepter la discussion. Bon, je sais que certains arbitres, on en a vu effectivement repousser ça et aller un peu au conflit aussi avec le joueur. Mais voilà, de la même façon, c'est humain des deux côtés. Des deux côtés, il y a à apprendre. Mais se rappeler effectivement encore en régional, à part la pré-nationale, les arbitres sont vraiment seuls, quoi. Et c'est compliqué de tout voir tout seul, tout le temps, d'autant plus quand on sait que les équipes essayent de gruger quelques points. Il manque un peu de fair play sur des grosses fautes. Ça ne met pas dans les bonnes conditions. Je vais rajouter 2-3 petits points. Donc, comme a dit Isa, on est tout seul jusqu'en pré-nationale masculine. Pré-nationale féminine, on est encore tout seul. On arrive déjà à un assez haut niveau. Et du moins en Ile-de-France, on commence à être à 2 en pré-nationale masculine. Donc là, ça devient déjà beaucoup. Et pareil en Coupe de France. Coupe de France, des fois, c'est tendu parce que c'est des tours à élimination directe. Et sur les 3 ou 4 premiers tours, ça arrive régulièrement qu'on ait un arbitre qui soit tout seul. C'est pas par manque de volonté de vouloir mettre 2 arbitres, c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'équipes inscrites, de plus en plus de matchs à encadrer et qu'on n'a pas Moins en moins forcément d'arbitres. autant d'arbitres. Non, je voulais pas dire de moins en moins d'arbitres parce qu'on en a quand même un peu de plus en plus, mais Ouais. ça n'augmente pas La aussi vite que le proportion. nombre de matchs. Voilà. Donc voilà, on forme les jeunes et effectivement, les jeunes doivent apprendre. Et c'est pas en se faisant crier dessus qu'ils vont réussir à apprendre beaucoup, malheureusement. Si je reviens sur quelques exemples qu'on a pu avoir depuis le début de la saison, en fait, on a eu beaucoup d'échauffourées ou d'échauffements, en tout cas, entre les joueurs et les arbitres sur des règles inventées par les joueurs, voire par les capitaines. Là, je vais parler de mon cas personnel, un match de National 2, où quand même ils sont censés connaître, on m'a sorti une règle que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'une faute de pénétration, donc il met ses 2 pieds chez l'adversaire, n'est pas une faute si ça gêne absolument rien. Et il est venu au pied de la chaise pour soutenir son point de vue, on va dire. Donc, il y a eu pas mal de règles comme ça alors les règles ont changé, oui, depuis le début de la saison, mais c'est pas pour ça qu'il faut en inventer des nouvelles. Et là, on arrive de plus en plus à une méconnaissance des règles, sachant que là, c'était quand même le capitaine de l'équipe. Donc, c'est un peu dommage qu'à ce niveau-là, on n'ait pas toutes les règles, qui soient remises à niveau. Quand il y a un changement dans les règles. Ça, on en reparle un peu plus loin dans le webinaire. Et ça fait partie du rôle des arbitres aussi. C'est pour ça qu'on encourage vraiment, venez discuter avec les arbitres. Vous avez des doutes sur des règlements, vous avez le droit d'aller voir l'arbitre avant, à la fin du match, et lui demander, OK, quel est le règlement là-dessus? Et si vous ne le croyez pas, moi, ça m'arrive même en pro, de sortir le règlement et de dire, non, pour moi, c'est ça, on n'est pas d'accord, OK, on regarde le règlement, on regarde ce qui est écrit. Et là, on se met d'accord. OK, il faut rentrer dans ces discussions-là. N'hésitez vraiment pas. Ça permet vraiment de remettre tout le monde à niveau sur le règlement. Et on sait que le règlement n'est pas si évident que ça à lire. Et ce n'est pas pour rien aussi. Si au niveau des arbitres, sachez qu'on a un autre document qui sont les consignes de la CFA, la Commission fédérale d'arbitrage, qui vient justement reprendre les règles. Il fait 70 pages. Il vient reprendre les règles avec des précisions de gestion parce qu'il y a le règlement et il y a
pas son interprétation, mais quand même une gestion de comment, en fait, qu'est-ce que ça veut dire réellement et quels sont les petits cas. On a même un autre document qui s'appelle le casebook, qui fait pareil 80 pages, qui cite des situations, qui dit ce que l'arbitre a fait et qui donne, en fait, de comment ça doit être fait et si c'est bon, pas bon, etc. Avec des situations un peu exceptionnelles. Et on peut avoir d'autres documents encore. C'est pas évident, c'est pas pour rien s'il y a quand même des grosses formations, si on est formé en continu, s'il y a différents degrés, différentes étapes. Et effectivement, on ne demande pas non plus aux capitaines, aux entraîneurs de connaître le règlement comme un arbitre, avec les moindres petits détails. D'où, si vous avez un doute, même s'il y a une incompréhension, restez pas sur votre incompréhension et à la fin du match, quand vous le sentez, discutez avec les arbitres. Il y a les comités aussi qui sont disponibles. Dans les clubs, vous connaissez des arbitres. Il faut avoir cette discussion-là avec nous. On est open et au contraire, ça sera bénéfique à tout le monde. Je vais me faire le gardien du temps un tout petit peu parce que le webinaire avance. Je ne sais pas si Vincent, tu voulais répondre. Il y a une ou deux questions, notamment si l'arbitre voulait intervenir pour les problèmes de salle. Il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Alors, effectivement, donc, ce que j'ai souvent entendu également, et ça, on va synthétiser un peu, c'est que une fois que le coup de sifflet final est donné, on peut se lâcher. Alors, ce serait bien de répéter aussi à tout le monde que l'arbitre, il est arbitre à partir du moment où il entre dans le gymnase jusqu'à ce qu'il en sorte. Et c'est pas parce qu'il a sifflé le coup de fin de match que derrière, il ne peut plus y avoir de sanction s'il y a un débordement. Okay, ça ne passera pas dans la feuille de match, mais ça peut toujours passer en commission de discipline. Donc ça, il y en a qui ne le savent pas. Ça ne veut pas dire que l'arbitre est là pour sanctionner, au contraire, ce n'est pas mon point de vue. On est là pour faire de la pédagogie, comme disait Isa. C'est toujours bien de venir discuter avec l'arbitre à la fin, parce que surtout chez les jeunes arbitres, ils peuvent eux-mêmes avoir raté un point du règlement, ça arrive aussi. Et donc le fait d'en discuter peut permettre de confronter les points de vue. On peut compléter ton propos, Vincent, je vais compléter ton propos en rappelant que, effectivement, par rapport à ce que tu dis, il faut distinguer le match de la rencontre. Le match, effectivement, il débute avec le protocole de match jusqu'au coup de sifflet final et on peut même rajouter jusqu'à la signature de la feuille de match. Ça, c'est le match. Et la rencontre, c'est à partir du moment où les protagonistes entrent dans la salle et la quittent. Et donc, toute cette période-là, effectivement, de rencontre, elle est soumise à nos règlements. Et donc, il peut y avoir des choses, des constats qui émanent de l'arbitre, qui vont être traités peuvent être traités en commission de discipline, mais ça peut être aussi des éléments par d'autres personnes, d'autres protagonistes, qui peuvent envoyer un témoignage à la commission de discipline. La commission de discipline peut aussi, dans ce cas-là, dans cette situation, convoquer les protagonistes. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important de le rappeler à tout le monde. Alors après, donc la gestion avec le public. Effectivement, l'arbitre n'a pas une gestion directe avec le public. On ne peut pas mettre un carton au public, évidemment. Par contre, la gestion du public est de la responsabilité du club recevant. Et là, l'arbitre peut éventuellement intervenir avec, normalement, l'entraîneur de l'équipe recevante, voir s'il le sait avec le président. Maintenant, sous quelle forme et comment, ça reste plus compliqué. Ouais. Vas-y Isa, pendant le on match, synthétise assez vite et comme ça on pourra passer à la suite. En fait, pendant le match, on va faire appel effectivement au responsable de salle. Il n'y en a pas forcément à ce niveau, donc entraîneur qui va devoir faire quelque chose. On ne pourra pas interrompre. Oui. On ne pourra pas interrompre le match s'il n'y a Ah pas. bon, je veux s'il n'y a pas, un danger pour les joueurs ou pour l'arbitre, ou si vraiment, si on se rend compte qu'il y a un problème sur le match, qu'on ne peut pas continuer le match dans ces conditions-là, là, l'arbitre pourra descendre et attendra que la situation soit réglée. Mais sinon, malheureusement, on ne peut rien faire. Et c'est souvent que les arbitres se font insulter. Et là, par contre, si les joueurs, ou que des fois, les joueurs se font interpeller, les joueurs sur le banc, tout ça. Là, si les joueurs réagissent, là, malheureusement, l'arbitre devra demander aux joueurs de se calmer et pourra même en venir à sanctionner les joueurs, alors que les joueurs se font agresser par le public. D'où l'importance quand même que les entraîneurs, qu'il y ait une autre personne qui vienne en fait gérer le public au besoin. On peut rappeler aussi que l'arbitre peut tout à fait interrompre un match s'il estime l'intégrité physique des protagonistes, de sa propre intégrité physique
où l'intégrité physique des joueurs peut être atteinte. Voilà, c'est aussi une possibilité. Je crois que Jean-Paul voulait rajouter quelque chose. Si tu veux, comme j'étais privé de son, j'ai pas pu intervenir. Non, Jean-Paul, si jamais tu coupes ton micro, tu ne peux pas le rallumer, il faut que tu lèves la main pour qu'on te le rallume. Oui, mais j'ai levé la main, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y, on t'écoute. Ouais, si tu veux, juste, j'aimerais quand même que vous ameniez une petite précision. Admettons qu'il y a un incident une fois que le match est clôturé. Parce qu'il y a eu, nous avons des fois ce problème-là. Le match est clôturé, la salle, et l'incident intervient en se rendant au vestiaire, aussi pour l'arbitre à gauche que là, les joueurs. Ça peut arriver, mais l'arbitre a le droit de faire un rapport. L'arbitre se doit, s'il le voit, de faire un rapport, on est bien d'accord. De la même façon que les entraîneurs, que d'autres joueurs. Enfin, vous avez le droit d'envoyer un mail ou un rapport en disant « il s'est passé ça ». Là, effectivement, ce n'est pas écrit sur la feuille de match, mais les arbitres, c'est leur consigne, doivent envoyer des rapports. C'est ce qui fait aussi que les chiffres ont un peu augmenté, hein, c'est qu'on met aussi l'accent là-dessus et ça commence à venir un peu plus. Les arbitres osent un peu plus sanctionner et faire des rapports. C'est positif, mais ça augmente les chiffres. Et la deuxième chose, l'année dernière, nous avons eu un incident grave entre un spectateur avec jet de bouteille quand même sur des joueurs. Donc, c'est quand même des incidents qu'on ne voyait pas auparavant au volleyball. Hein. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire que s'il y a des jets de bouteille ou quelle que soit la situation qui pourrait mettre en danger quelqu'un, l'arbitre a le droit d'interrompre le match et de demander à ce que la situation soit gérée par le club. Alors, les capitaines peuvent aller voir l'arbitre, parce qu'on n'entend pas forcément tout. Les capitaines également, n'hésitez pas. Entraîneur, on pouvait dire. Il faut remonter aussi ces informations, d'autant plus quand l'arbitre est seul, d'autant plus quand il ne peut pas forcément tout voir, tout entendre. Remonter les informations calmement à l'arbitre. Demandez-lui, là, je ne peux pas jouer dans ces conditions. Oui, même il a fallu l'intervention de la police lors de ce match. Je crois que pour rebondir sur tes propos, Jean-Paul, parce qu'il faut qu'on avance un tout petit peu, ce qui a mis aussi en alerte Sébastien et toute la Ligue, c'est la commission de discipline. Hein. Nous, on n'avait pas les statistiques sur les cartons, mais ça nous a conforté dans le fait qu'il y avait quand même un dérapage depuis 18 mois. Et là, il y a eu quand même une augmentation encore des commissions de discipline, alors que normalement, on est à mi-saison et que les commissions de discipline, c'est un peu comme les cartons, comme le disait Yves, c'est plutôt en fin de saison quand les matchs se tendent un peu. Donc, ça nous a un peu inquiétés, sachant qu'on a tout eu. Hein. On a eu le jet de bouteille, on a eu une bagarre générale, on a eu des incites et des menaces sur un arbitre, on a eu tout un tas de panels où on se dit quand même il faut vite réagir. Et ce qui nous a profondément marqué lors de cette commission de discipline, alors moi, je suis même encore plus virulent que vous, c'est la méconnaissance totale des règles par les arbitres et les entraîneurs. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans l'invention des règles, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les règles, on ne sait même pas qu'à un moment, on peut porter réclamation au cours d'un match. Et donc, finalement, tout ça fait que on a quand même vu un arbitre qui voulait arrêter, hein, quand même, celui qui a été menacé de mort, forcément, il a envie d'arrêter. Et c'est là qu'on est dans un danger, c'est qu'on sait qu'on a un déficit d'arbitre, même si Vincent nous dit que ça augmente. On n'arrive pas à encadrer les compétitions jeunes, on n'arrive pas à encadrer certaines matchs régionales, sauf que effectivement, ce phénomène va faire que les gens vont de plus en plus hésiter, et c'est pour ça que l'alerte au club nous paraissait importante, et surtout l'alerte aux capitaines et aux entraîneurs. Vincent l'a dit, ils ont une responsabilité, ou non, c'est peut-être Isabelle qui l'a dit d'ailleurs, ils ont une responsabilité bien plus forte que les autres, et ils sont plus lourdement sanctionnés en commission de discipline, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et on en arrive peut-être à la transition. Cette méconnaissance des règles va aussi sur le risque de l'échelle des sanctions. Les gens viennent en disant « j'ai pris comme c'est comme les cumuls de cartons, je prends un ou deux matchs ». Regardez le règlement, le règlement fédéral, on ne parle pas de match, on parle de mois. Hein. Et donc après, forcément, il y a des mauvaises réactions parce qu'il y a des joueurs qui se retrouvent avec 3 mois de suspension. Autant dire que la saison est finie. Ce n'est pas nous qui appliquons ces règles, même si on les module, même si on travaille avec Sébastien pour essayer de faire encore plus de pédagogie, pouvoir faire une forme de travail d'intérêt général, voilà, mais ou de formation d'arbitre, ainsi de suite, à sortir de la sanction. Voilà, mais c'est ça qui, je pense, est important. Et donc, il y a quelqu'un qui répond, et
qu'il est surpris et choqué du titre halte aux sanctions. Oui, et en fait, on a voulu provoquer un tout petit peu parce qu'effectivement, personne n'est là pour sanctionner. Moi, j'aime bien Jean-Paul, mais le voir tous les lundis en commission de discipline, j'ai autre chose aussi à faire, voilà. Et surtout, la commission de discipline est totalement indépendante. Il y a la commission fédérale d'appel aussi, hein, sur lequel vous pouvez aussi faire appel après la commission, mais pour rappeler que les appels ne sont quand même pas suspensifs. Hein, donc, il faut bien réfléchir avant. Mais ces échelles de sanctions, il faut vraiment que tout le monde les ait en tête, parce que je pense que si tout le monde les avait en tête, je pense qu'il y a certains joueurs qui auraient réfléchi à 2 fois avant de faire ces actions très antisportives, on va dire. Je crois qu'on peut enchaîner. Arnaud, je vais te couper parce qu'on a tout un paragraphe sur l'échelle des sanctions après dans le webinaire. Tout à fait. Comme ça, on va en parler plus en détail. C'était pour faire la transition, peut-être. La transition, c'est après ce constat de comportement qui dérape, il faut rappeler l'application des règlements et donc aussi qu'ils soient connus des arbitres et également des joueurs, des entraîneurs, de tout le public, enfin le public non, mais et même du président. Oui, de ceux qui sont présents en tout cas, pour assurer la sécurité. Vincent, je crois que c'est à toi, il me semble. Donc, l'échelle des sanctions. En très court, si tu veux. Ouais, en très court. Je vais laisser Lisa qui connaît ça bien mieux que moi. Pardon. En fait, on a les cartons sur les outils des arbitres. D'accord. Nous, ce qu'on va distinguer sur les comportements, c'est si on a une conduite incorrecte mineure, une conduite grossière, une conduite injurieuse ou une conduite agressive. En fonction de ce type de comportement, on va y associer des cartons et en fonction aussi de la répétition dans le match. Le carton, les outils du coup qu'ont les arbitres, déjà l'avertissement oral qui sera juste, on appelle le capitaine, il n'y a aucune sanction, c'est voilà, normalement qui a lieu une fois. À la répétition de ça, on va passer sur le carton jaune, qui sera lui un avertissement. Cet avertissement, il est valable pour l'ensemble de l'équipe et pour le match. À partir du moment où quelqu'un dans l'équipe du coup reçoit ce carton jaune, il est noté pour l'équipe, c'est fini. Dans le match, il ne pourra plus y avoir de carton jaune. Après, ça sera que des cartons rouges. Carton rouge, c'est une pénalisation. C'est automatique sur une conduite qui est grossière, une attaque au matériel, un arrachage de filet, on shoot dans le ballon, quelque chose qui devient dangereux comme ça. C'est une conduite grossière. Carton rouge, donc ça donne, en fait, on perd l'échange. Point pour l'adversaire, service à l'adversaire. Il peut y avoir un carton rouge par joueur par match. Au-delà de ça, s'il y a répétition aussi, on est sur une conduite qui est injurieuse, on passe à l'expulsion, à l'exclusion. Donc là, le joueur est expulsé pour le 7. Il n'y a pas d'autres sanctions, d'accord, pas de pénalité de points ou quoi que ce soit. Le joueur doit être remplacé du coup, et s'il ne peut pas être remplacé, même exceptionnellement, fin du 7, et on débute le 7 suivant. L'étape au-dessus, en cas de première conduite agressive, physique ou verbale, ou en cas de répétition de conduite injurieuse, c'est la disqualification. Là, le joueur, il sort directement du match. C'est fini pour lui. S'il ne peut pas être remplacé, dans ce cas-là, fin du 7, fin des 7 suivants, le match est perdu. Lorsque les joueurs sont expulsés et disqualifiés, ils doivent rejoindre les vestiaires jusqu'à la fin du 7 ou jusqu'à la fin du match. Tout ça, tout ce qui est carton, c'est noté sur la feuille de match. C'est remonté, il y a des rapports qui doivent suivre. L'avertissement oral, c'est juste entre nous. Le retard de jeu, ça donc c'est pas pour des conduites, ok, c'est vraiment, on cherche à retarder le jeu, des discussions qui sont trop longues, on ne se remet pas en place, tout ça. Ça n'a pas le même impact. L'échelle, c'est pareil, un avertissement, on est sur du carton jaune. Alors, au niveau de la gestuelle, l'arbitre mettra le carton sur la montre. Ok, donc ça, c'est du retard de jeu. C'est donné à l'équipe. À partir du moment où le carton jaune est donné une fois, pareil, c'est pour l'équipe, c'est pour le match complet. À partir de là, ce sera que du rouge. Et l'arbitre peut mettre autant de cartons rouges qu'il veut. Ok, tant que les joueurs ne se remettent pas en place, on peut continuer. Et l'action carton rouge est pareil. Ça donne un point à l'adversaire. Rotation, service, tout ça.
En termes d'appréciation, effectivement, c'est la gestion de match. Une même action, peut-être qu'un arbitre va considérer ça comme grossier, l'autre injurieux. Ça va dépendre en fait également du contexte. Et ça fait partie du travail de l'arbitre et une grosse formation là-dessus, et de l'expérience, de venir prévenir certaines actions par, on a différents outils, enfin voilà, c'est de la gestion humaine là. Et en fonction de ce qu'il entend, de ce qu'il a vu avant, de sa capacité aussi à tenir le match ou de son aisance à ce moment-là sur le match, l'échelle ne sera pas tout à fait la même. Il y a des trucs systématiques. Typiquement, le joueur qui shoot dans le ballon part dans le public, c'est dangereux. Même s'il ne touche personne, hein, carton rouge. Ça, ce n'est pas possible autrement. C'est le minimum. Il y a des choses comme ça. Voilà. Ok. Merci Isa. Alors, pour la suite, petit rappel à tous, c'est déjà le rôle de l'arbitre avant le match. Le rôle de l'arbitre va vérifier les licences. Ça, c'est un point réglementaire. On doit être sûr que les joueurs sont aptes à jouer, et un point de vue légal et médical pour avoir le certificat. Par contre, ils ne sont pas responsables de la liste des joueurs qui sont mis sur la feuille de match. Et quand on entend dire ah mais l'arbitre ne m'a pas dit que ce joueur-là n'avait pas le droit de jouer parce que c'est de la 3e ou 4e mutation, c'est pas à l'arbitre de vous le dire. Enfin, il peut vous le dire, mais en tout cas, lui ne va pas empêcher de jouer. C'est vous qui décidez en tant qu'entraîneur, en tout cas, enfin, c'est l'entraîneur qui décide avec le club de savoir qui a le droit de jouer. Voilà. L'arbitre n'a pas accès aux licences à part celles qui sont présentées. Ensuite, il faut aussi rappeler à tous les capitaines qu'ils ont aussi un droit de réclamation. Alors, ils peuvent réclamer surtout des points qui sont dans le règlement, donc pas sur une appréciation de l'arbitre. Donc, ça ne sert à rien de réclamer pour un touché ou une balle tenue, par exemple. Mais voilà, il peut, s'il n'est pas d'accord avec l'explication que lui a donnée l'arbitre sur un fait du jeu, demander à poser réclamation. Il ne faut pas hésiter à le faire, ça fait partie du jeu. Et à la fin du match, ils décideront si ils veulent écrire cette réclamation sur la feuille de match. Voilà. Je vois qu'on a une question. Ce qui est important aussi, Vincent, de rappeler, Ouais. c'est par rapport à cette réclamation, c'est que cette réclamation, elle peut porter aussi sur on accepte le carton, d'accord, mais on veut que la sanction, elle soit étudiée, non pas par la commission sportive. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à rappeler, parce que c'est quelque chose qui est méconnu. Effectivement, logiquement, cette échelle de sanctions, ce sont des sanctions automatiques qui tombent, sauf effectivement si le joueur qui est sanctionné par un de ces cartons demande à l'arbitre en cours du match, effectivement, que cette réclamation soit portée sur la feuille de match. Et dans ce cas-là, le joueur a 48 heures pour présenter à la commission sportive le motif de sa réclamation. Et donc, c'est la commission sportive qui réévaluera l'éventuelle sanction en termes de nombre de jours de suspension. C'est Ça, ça. c'est important de le rappeler. Par contre, je précise bien, le capitaine de l'équipe doit venir voir l'arbitre au moment de ce fait de jeu, donc au moment du carton, en disant là, à la fin, je veux porter une réclamation ou une. Enfin, c'est pas une réclamation, c'est. Enfin, si, c'est une réclamation. Enfin, je veux noter un commentaire sur la feuille de match. Et je vais répéter ce qu'on a dit. Sur un premier match, un entraîneur ou un capitaine qui prend un carton rouge, ça voudra dire qu'il va être suspendu pour une semaine d'office derrière, puisqu'il aura cumulé assez de points réglementaires pour être suspendu. Je pense que pour l'instant, c'est tout pour moi. Alors, un doigt d'honneur d'un joueur envers le public suite à des moqueries du public, ça c'est ce qu'on a dans le chat. C'est sanctionnable. C'est sanctionnable. L'arbitre doit réagir. Ouais. C'est un carton. L'arbitre C'est ne peut pas laisser sanctionnable. passer ça. Et ça passe en commission de discipline. Et si la personne qui fait ce doigt d'honneur est licenciée, d'accord, on est capable de l'identifier et qu'elle est licenciée, cette personne, effectivement, peut également passer en commission de discipline. Il y a Jean-Paul qui va intervenir, je crois.
Alors, attends, faut que je leur donne le micro. Oui, je dis qu'on a eu cette affaire et ce cas en discipline d'un joueur où on voit sur une vidéo faire un doigt d'honneur. Arnaud, tu t'en rappelles, je pense. Oui. Donc ce cas a été étudié quand on a eu cette affaire en discipline. Voilà. Et donc, On a un peu logiquement, de c'est tout, on a sanctionnable. un peu de tout. On a un peu de tout en discipline. C'est Un ça qui peu est de bien. On s'ennuie pas. Voilà. Ah, il y a d'autres questions, non? Non, pour l'instant, pas d'autres questions, donc on peut continuer. Carton rouge, oui. Oui. Oui, carton rouge si c'est un doigt d'honneur, puisque c'est une attitude, voilà, effectivement. Je ne sais pas qui prend la suite, Sébastien. On est traduit, c'est Est-ce bien. est-ce que vous avez à peu près brossé les échelles de sanctions, là, de terrain en tout cas? Bah oui, là, on a tout dit. Il y a les sanctions automatiques, les sanctions possibles pour tout licencié, en dehors, dans le terrain. C'est toute personne inscrite sur la feuille de match peut être sanctionnée. Mais est-ce que, j'allais dire, c'est la question, est-ce que nos clubs ont des sanctions? Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on leur envoie la feuille, je vais dire toute simple, partie 2, section 3, figure. C'est dans le règlement. À la fin du règlement, il y a une annexe qui Oui. explique clairement il y a un tableau. Il y a un Il est tableau. très clair sur la répétition, les joueurs et la sanction correspondante. Ils vont à rappeler à nos clubs, à tous, ce règlement. Leur envoyer une copie, trouver une solution. On va en parler à la fin, éventuellement dans le point qui Oui. est sur justement la formation ou l'information en tout cas des entraîneurs et des Capitaine, capitaines et autres. On va voir. Je ne sais pas si c'est le moment. Il y a Damien qui voulait faire un témoignage. Est-ce qu'on peut lui donner la parole ou pas? On peut attendre la fin de cette partie. Ouais, il avait demandé sur la partie d'avant, mais on n'a pas laissé de temps pour faire les questions à la fin de la partie 1. En fait, on a passé direct. On a enchaîné, on le prend à la fin pour qu'on ait quand même un déroulé un petit peu logique. Voilà. Brigitte, on passe à la suite. Je sais pas, on passe à la suite en fait de sanctions données par la discipline, par exemple. Faut savoir aussi qu'il y a bien sûr des voies d'appel. Pour reprendre les propos de Frédéric, il ne s'agit pas de pas sanctionner. Le distinguo qu'il faut apporter, c'est qu'à un moment donné, sanctionner pour sanctionner sans faire de la pédagogie ou expliquer ou avoir pris des prévenances en amont, être sûr que les gens, effectivement, comme vient de dire Vincent, avoir l'échelle des sanctions. Enfin, il y a peut-être tout mais on verra ça en troisième partie, comment on peut remédier. Il n'empêche que des suspensions aussi lourdes qu'elles apparaissent dans le règlement, dans la grille disciplinaire fédérale, pour moi, elle tape à côté sur des gens qui peuvent être en situation, parce que je dirais quand même que comment dirais-je, ce qui n'est pas encadré, c'est peut-être là où justement il y a une méconnaissance patente des règlements, c'est-à-dire ce sont les loisirs, ceux qui font la compétition comme ça, ceux des interdépartementaux qui connaissent pas, enfin toutes les accessions là. Il y a quand même, enfin moi je sais en comité départemental, on m'a usé des présidentes sportives à cause d'un manque flagrant de respect, tout simplement déjà pour ceux qui s'engagent, mais aussi par méconnaissance à toujours râler. Enfin, les pires, c'était les loisirs qu'on gérait en département. Et mes présidentes sportives faisaient 2 ans. Ils en avaient tellement marre d'avoir des ribambelles de mails et de protestations tous les week-ends. Enfin, ça devenait ingérable, quoi. Et là, il y a une vraie méconnaissance des règlements. Mais pour autant, appliquer 7 mois de suspension à un licencié qui vient d'arriver dans le volet, est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc voilà, c'est un petit peu
appliquer des sanctions, certes, parce que là, manifestement, on en arrive à un point où il faut prendre le taureau par les cornes et affirmer le droit et les règles du jeu et les faire respecter par tout le monde. Mais pour autant, il faut aussi être pédagogue et c'est notre rôle. C'est notre rôle de dirigeant, de responsable de comité, de responsable de ligue. Voilà. Donc, je ne sais pas, les recours… hein? Ouais, je voulais juste rebondir parce qu'effectivement, je l'ai vite fait tout à l'heure, mais après la commission régionale de discipline, ou encore tu as raison, ça nous fait pas forcément plaisir de sanctionner autant les joueurs, même si des fois certaines commissions de discipline sont assez épiques et tendues, on va dire. Il y a toujours après la possibilité de faire appel devant la commission fédérale d'appel. Il faut bien rappeler que cet appel n'est pas suspensif, donc ça ne veut pas dire que pendant le temps de l'appel, le joueur peut jouer. Il ne peut plus jouer, malheureusement, c'est comme ça, c'est le règlement. Et je pense qu'il faut le rappeler à chacun parce que ça a forcément un impact. Beaucoup de joueurs ont pensé que l'appel était suspensif, mais ce n'est pas le cas. Bon, je pense qu'on a peut-être fait un petit peu le tour de la deuxième question par rapport aux sanctions. Est-ce qu'on fait une petite pause de questions directes, Sébastien? On peut peut-être donner la parole à Claude, qui est en commission fédérale d'appel, rappeler le rôle de ce qui se passe en fédéral d'appel par rapport à effectivement des décisions qui ont été prises au préalable en commission régionale de discipline. Oui, donc sur cette partie commission fédérale d'appel, en fait, la commission peut être saisie, bien entendu, dans le respect des délais, du formalisme, etc., qui est prévu. Et en fait, elle va regarder l'application qui a été faite des règlements. Hein, donc, autrement dit, son premier aspect et première analyse, je dirais, du dossier, c'est de regarder est-ce que les règlements ont été appliqués à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de la commission disciplinaire, au niveau de l'ensemble des textes qui s'appliquent aux compétitions. Et ensuite, la commission pourra aller jusqu'à compléter certains faits pour confirmer ou infirmer la décision de la commission précédente. Voilà, donc c'est une possibilité d'appel. Voilà, il y a des règles très précises. Ça veut dire quand on passe en commission fédérale d'appel, quand on saisit la commission fédérale d'appel, il faut le faire dans un certain délai, en consignant un montant. Hein, il faut consigner 400 € pour pouvoir faire appel. Voilà, donc ce sont des éléments qui vont permettre de venir en appel s'expliquer. Donc ça se fait soit en visioconférence, soit en présentiel, en général dans les locaux de la fédération, hein, puisque là on est au niveau fédéral, on écoute les parties et ensuite on regarde au travers de ce qui a été dit, de ce qui a été écrit, des rapports des arbitres, les rapports de la commission disciplinaire. Ensuite, la commission fédérale d'appel juge en dernier recours et donc va soit, encore une fois, confirmer, voire éventuellement sanctionner, éventuellement un peu plus fort, en réduisant notamment les sursis. Enfin, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on va en appel que on est sûr que on sera moins sanctionné. Voilà. C'est important de le savoir. Alors, Brigitte, je crois que ton micro est coupé. J'ai demandé à Brigitte de activer. Ah, ça y est. Non, je disais… Il ne faut pas le couper, en fait. Hein? Si tu coupes ton micro, tu ne peux plus le remettre. D'accord, je ne savais pas. Oui, non, je dis, on rappelle quand même que la responsabilité particulière des capitaines, des entraîneurs et des dirigeants de club par rapport à ce qui se trouve dans le RGES. Donc, entraîneur-capitaine, la sanction est plus élevée. Et puis le RGES, l'article 16 du RGES, je ne sais pas qui nous rappelle ça.
Par là, rapport à l'organisation d'un match et la responsabilité du club à tout point de vue sur comment ça se passe chez lui. Voilà. Alors, responsabilité du club en l'absence de responsable de salle, ce qui se passe sur nos compétitions régionales et départementales, on n'a pas de responsable de salle. C'est donc la personne physique qui représente le club qui sera nécessairement convoqué devant la commission de discipline et éventuellement sanctionné. D'accord? Donc ça, il faut l'avoir. Il faut que les présidents se rendent compte de cela. Effectivement, ils sont responsables, voilà, en tant que président de la sécurité au sein de leur club, même en dépit de leur absence. Hein, ils peuvent être en vacances et il peut y avoir quelque chose qui se passe dans leur salle. C'est bien leur responsabilité qui va être engagée. On va leur demander qu'est-ce que vous avez fait pour effectivement essayer de garantir la sécurité lors de cette rencontre. C'est important que chaque dirigeant l'ait en tête parce que c'est souvent quelque chose voilà, qui surprend les présidents de club. Moi, j'ai été il y a quelques années en commission fédérale de discipline et on avait effectivement ce petit souci, cette méconnaissance des règles. On a une question, Du coup, Sébastien. Vincent, Ouais. tu peux donner la parole voilà, sur quelques témoignages que. Alors, d'abord, il y a une question là de Radia qui demande c'est le club ou le dirigeant qui est sanctionné? Bah, ça peut être les deux. D'accord, c'est effectivement la personne morale qui est en premier lieu sanctionnée. Donc, il peut y avoir, par exemple, un huis clos qui sera prononcé, ou des matchs à huis clos qui seront prononcés, ou une interdiction de salle. Hein, le fait, on va aller dans les cas les plus importants, un peu effectivement dire à un club, bah, vous n'effectuerez plus de la saison de match à domicile. C'est quelque chose d'envisageable. Mais on peut aussi s'intéresser à la responsabilité du dirigeant. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il a essayé de prévenir, d'aménager la sécurité dans son club. C'est tout l'intérêt, et ça a été pas bien présenté, tout l'intérêt du responsable de salle. Parce que là, alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas, au niveau fédéral, on n'a pas proposé derrière une petite formation sur ce qu'était responsable de salle. Hein. On a plutôt vu ça comme une contrainte, mais cette contrainte de responsable de salle pour les compétitions fédérales, c'est une façon de protéger les clubs et c'est une façon de protéger également les dirigeants de clubs. Voilà, c'est très souvent vu comme une contrainte. Or non, ce n'est pas une contrainte, ça permet de responsabiliser. Et tu vas dire, bah voilà, vous avez quelqu'un voilà, qui doit s'assurer de la sécurité dans la salle. Nous avons eu le cas en discipline où un entraîneur de club nous a demandé de suspendre sa salle pour éviter qu'il y ait du public. Donc ça arrive quand même. Question là sur le chat, quand ce sont les supporters visiteurs qui mettent le bazar, que peut-on faire en tant que dirigeant recevant? Demandez. Bon, bah, très concrètement, hein, demander l'intervention des forces de l'ordre. Hein. Bien sûr. On va pas demander si le dirigeant du club recevant n'obtient pas un comportement plus sportif des supporters visiteurs. On va pas lui demander de les mettre lui-même à la porte. Hein. Par contre, on peut lui demander effectivement, il peut effectivement prendre des mesures en demandant l'intervention des forces de l'ordre. C'est un petit peu fâcheux. Il pourrait demander éventuellement, s'il y en a un, au gardien du gymnase, hein, qui est le représentant du propriétaire de la salle. On sait bien qu'un certain nombre de gardiens de salle ne feront pas forcément cette intervention. Là, on peut demander effectivement, est-ce qu'il est possible d'appeler les forces de l'ordre. Voilà. On arrivait jusque-là, oui, ça serait quand même dans notre sport assez regrettable d'en arriver jusque-là. Vincent, je crois que tu avais dit qu'il y avait un autre témoignage. Oui, il y a Damien qui voulait intervenir, donc je vais lui donner la parole, si Damien est disponible. Peut-être que la personne se présente et dise quel rôle elle a au sein du club qu'il représente. Oui. Bonjour Damien. Brigitte, je suis dans ton comité 95. Je suis le président Damien du club. Derblay. Voilà. Exact. On a communiqué aujourd'hui ensemble. Merci beaucoup d'ailleurs pour la réponse.
Ok. Je voulais témoigner par rapport donc à une altercation qui a eu lieu ce week-end entre il y a eu le coach adverse, il y a eu un peu de public autour de l'arbitrage hein, toujours. Hein. Donc il y a eu un petit échauffement. Alors la situation est la suivante. En étant en train d'arbitrer un match, on a le ballon qui n'est plus vu. Ça dépend toujours de la structure d'une salle, hein, qui n'est plus vu de l'arbitre. Donc, du coup, l'arbitre ne pouvait pas décider si le ballon éventuellement a touché une partie ou pas de la structure avant de revenir. Il n'a aucun moyen de le faire. Du coup, il estime que le ballon était hors de vue, de sa vue, en tout cas de son jugement, et il déclare le ballon dehors. Il avait deux solutions, l'arbitre, soit considérer qu'il remettait le point en calmant les esprits, soit il considérait que le ballon est vraiment dehors et auquel cas il donnait le point à une des parties et le match continue. Malheureusement, il a pris la décision de dire que le ballon est dehors. Il accorde le point à l'autre équipe. Et là, il y a eu tout un emballement. La question que je voulais poser de manière précise, c'est concernant notre règlement d'arbitrage. Je n'ai pas été consulté encore. Hein. Je crois qu'il y a une clause qui décrit cette situation où le ballon sort de la vue de l'arbitre et je voudrais que vous me la rappeliez si c'était possible. Oui. C'est très clair, le règlement, l'arbitre a eu raison sur ton cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier arbitre n'est plus en mesure de voir le ballon, les arbitres, ils considèrent que le ballon est out. C'est comme si le ballon touchait le mur, touchait le plafond, c'est out. Et là, l'équipe perd l'échange. S'il perd de vue une partie du ballon d'ailleurs, non? Ou c'est tout le ballon? Oui, non, c'est le ballon. Après, si il est sûr, là où il y a l'esprit, c'est quand, par exemple, typiquement, il y a une poutre un peu basse et le plafond très haut et on est sûr, tout le monde sait que le ballon n'a pas touché la poutre. Effectivement, pendant une microseconde, on perd un petit bout du ballon, on va laisser jouer. Parce que là, c'est dans l'intérêt du jeu, on n'applique pas pour appliquer le règlement, il manque un petit bout du ballon. Non, quand on est archi sûr, tout le monde est sûr, on va laisser jouer. Mais à partir du moment où le règlement dit, à partir du moment où l'arbitre ne voit plus une partie du ballon, il doit le considérer comme out. Perte de l'échange. Donc, c'est cette position de l'arbitre qu'il a essayé donc, de défendre, d'expliquer aussi bien aux différents coachs. Et il y a eu une altercation évidemment avec le public qui s'en est mêlé. Voilà, donc on a eu cette situation à gérer nous, et ça rejoint exactement tout ce que vous avez déjà dit, hein, à savoir nous avons une éducation même de nos coachs, hein, parce que c'est le coach même de l'équipe adverse qui, ne connaissant pas la règle, a envenimé la situation en réalité. Au lieu de faire confiance à l'arbitrage, il a entretenu en fait, on va dire, une espèce d'escalade qui ensuite a emporté l'ensemble des joueurs, de ces joueurs, des joueurs adverses et du public en fait. Est-ce que l'arbitre a appelé les capitaines pour expliquer un peu ou pas? Oui, l'arbitre a expliqué les règles, mais ça n'a pas forcément. Je crois qu'il y a la méconnaissance de toutes les manières. Et comme je disais à l'introduction, hein, on avait affaire à un public des M15, donc ce sont des jeunes. Donc on peut leur expliquer, mais ce ne sont pas les premiers concernés à maîtriser les règlements. Je pense que les premiers concernés, ce sont leurs coachs avant toute chose. On a affaire à un public jeune. On est d'accord. Enfin, ça n'empêche pas aux jeunes de connaître le règlement, mais ils ne sont pas obligés de connaître tous les détails à ce niveau-là. Mais que le coach ne le connaisse pas, c'est. Mais d'où ça l'importance reste. aussi, à un moment, de effectivement faire un petit peu confiance, malheureusement, dans ces moments-là, aux arbitres qui sont censés connaître le règlement. C'est eux qui maintiennent l'équité sur le match. Donc, sur le match, ils vont appliquer le même règlement pour les deux équipes. C'est équitable. Et après, ne pas hésiter à la fin du match de dire, est-ce qu'on peut vérifier dans le règlement? Vous n'êtes pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord, de ne pas connaître le règlement. On vérifie et c'est fiable, c'est le règlement. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous ne trouvez pas le règlement ou quoi que ce soit, les arbitres, ils ont le numéro de la CRA, de leur CDA, ils ont des arbitres référents et il faut tenter d'appeler. Et il faut en tout cas résoudre la situation avant le prochain match. Des mails, on circule, envoyer des mails s'il faut au CDA, au CRA, s'il y a des problèmes de règlement, des situations comme ça. Il faut éclaircir ça pour qu'au fur et à mesure, justement, il n'y ait plus ces situations et ça s'envenime pour rien. Quelque part. Isabelle, moi j'aurais même envie de dire, on est dans le cas de figure où effectivement, plutôt que d'envenimer les choses, et merci Damien de nous dire qu'on va peut-être avoir une commission de discipline, je ne sais pas. Oui. Mais, non, mais plutôt que de dire d'envenimer, le capitaine dit ok, je conteste le point, je porte la réclamation à la fin sur une faute technique d'arbitrage éventuellement. Oui, c'est ça. Voilà, et plutôt que d'envenimer, et encore une fois, c'est la méconnaissance du coach,
qui aurait dû dire, OK, je reste calme, l'arbitre s'est trompé, je porte réclamation à la fin du match. Si je suis dans mon bon droit, le match va être joué. Si je ne suis pas dans mon bon droit, bah, voilà, j'aurais porté réclamation pour rien. Et c'est cette attitude-là qu'on voudrait que notamment les coachs aient, parce qu'on se rend compte dans les commissions de discipline que les coachs n'ont pas cette attitude-là. Ils enveniment les choses alors qu'ils ont tout à fait le règlement pour eux pour dire, OK, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Et voilà, et c'est cette attitude-là, j'ai vu dans le chat qu'effectivement, il faut faire passer l'information. Oui, on voudrait que ce chat soit connu par tous les entraîneurs et les capitaines de toutes les équipes. Parce que c'est surtout eux qu'il faut sensibiliser déjà, parce qu'au moins, eux, ces deux-là, s'ils connaissaient déjà les règles, on aurait déjà énormément avancé et on aurait certainement moins de travail. C'est toujours agréable de passer une soirée avec vous, mais bon, on préférait parler d'autres sujets. Je suis d'accord. Vous m'entendez toujours? Oui, Damien. Et si vous pouvez juste m'aider, surtout la demoiselle tout à l'heure, si vous trouvez rapidement le chapitre dans le livre de l'arbitrage, on m'envoie juste la référence, parce qu'en fait, on a l'intention, comme on veut entretenir des bonnes relations quand même avec les clubs que nous recevons, nous étions club recevant, c'est au moins d'envoyer un petit mot au club qui avait porté réclamation, enfin, il n'a pas porté réclamation en bonne et due forme, mais qui avait contesté de manière véhémente ça, de lui envoyer juste l'extrait ou, enfin, trouver une méthode en tout cas, puisqu'on veut toujours continuer à apprendre ensemble, en fait. Ouais, je vois si je te le trouve là, je le mets dans le chat. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai fini mon témoignage. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou On va peut-être aller sur le plan d'action, on va la question, parce il est déjà 10h15, on a un petit peu de Ouais. retard déjà. Eh bien, alors directement, plan d'action, puisque tu introduis, Sébastien? Parce que la Ligue a décidé de chercher des pistes et on voit là une ce soir, mais il y en aura d'autres. Donc, vas-y. Oui, voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, on ne peut pas laisser les incivilités, la violence se banaliser. Même si effectivement, encore une fois, l'ampleur est peut-être pas si importante que cela, mais qu'évoquait Arnaud et Jean-Paul tout à l'heure sur les commissions de discipline, ouais, c'est des comportements qu'on ne peut que condamner. Mais on s'aperçoit aussi qu'il faut qu'on aide nos clubs à mieux s'organiser. Les témoignages, le témoignage de Damien et, voilà, et les témoignages qu'on a repris dans le chat, effectivement, ils invitent à cela. Il faut qu'on arrive à mieux organiser, à mieux aider nos clubs. Donc, la première étape, c'est le petit webinaire qu'on vous propose ce soir. Ça nous paraissait indispensable. C'était la première étape, le premier pas. Et si on ne dit pas stop maintenant, on ne va pas remplir la mission, l'objectif qu'on s'est fixé sur l'Olympiade. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est renforcer tous les volets, renforcer les clubs. Voilà, si on laisse s'installer l'incivilité et la violence, bah, au contraire, on les fragilise. C'était indispensable qu'on fasse ce petit webinaire ce soir. Et c'est la première étape. Peut-être enchaîner sur effectivement les réflexions que l'on mène au niveau de la Ligue hein, sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qu'on veut effectivement arriver à circonscrire assez vite. Et on réfléchit à rendre obligatoire, en fait, alors à voir quand est-ce qu'on le calera, en tout cas avant le début de la saison prochaine, à ce que tous les entraîneurs et les capitaines d'équipe qui jouent dans les championnats régionaux participent à une séance de formation sur justement les règlements, sur le comportement, sur la sensibilisation à tout ce qui est nécessaire de savoir pour que les matchs se passent dans de bonnes conditions et permettent aux arbitres de faire leur travail sereinement, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure. Donc voilà, donc ça fait partie des pistes de réflexion que l'on a. C'est probablement quelque chose qu'on présentera comme vœu au niveau de l'AG, hein, de manière à le rendre obligatoire. Ce qu'on peut faire aussi, et ça, même si on n'en a pas encore tout à fait parlé, mais en ce moment, il y a des vœux au niveau fédéral, et on pourrait aussi émettre au niveau de la Ligue un vœu pour que, dans l'échelle des sanctions disciplinaires, puisse être introduit une sorte de travaux d'intérêt collectif, si je peux dire, pour en premier niveau, qui serait, par exemple, un joueur qui a été sanctionné un petit peu lourdement,
d'aller l'obliger à faire une petite formation d'arbitre, voire à arbitrer des matchs de jeunes, de manière à sensibiliser à ce que ça veut dire que de tenir un sifflet et d'être en charge d'une rencontre. Voilà. Donc ça, c'est peut-être des pistes aussi de pédagogie, de manière à pas faire que dans la sanctionnite, mais surtout à bien faire prendre conscience à tous les participants de l'intérêt du respect mutuel. Voilà, je te laisse continuer peut-être, Sébastien. Oui, Vincent va l'évoquer un petit peu après, on a aussi demandé à la commission régionale d'arbitrage de plancher sur un plan spécifique de développement. On a tendance à oublier que pour que notre sport fonctionne, avance, si je puis dire, il a besoin de 4 roues. J'aime bien prendre ce petit symbole, la voiture volet, si je puis dire. Elle fonctionne sur 4 roues. Alors, on pense toujours forcément aux joueurs, aux dirigeants, aux entraîneurs. Ça, c'est la préoccupation généralement première des clubs. Le dirigeant de club, quand il est en place, il veut avoir des joueurs. Et puis, quand il a des joueurs, il veut que ces joueurs soient correctement encadrés. Et on oublie souvent, nos dirigeants de club oublient souvent, tout simplement parce qu'on fixe des priorités, parce qu'on a envie que ça tourne et on pense que sur 3 roues, ça peut avancer. On a tendance à parfois oublier un petit peu les arbitres. Et pourtant, on en a besoin. Voilà, on s'aperçoit, un certain nombre de nos championnats, finalement, ce que Damien a évoqué tout à l'heure, y compris sur nos championnats de jeunes, on a cette petite difficulté. Voilà, il nous manque parfois quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas entraîneur, qui n'est pas parent, qui n'est pas joueur, qui puisse se rendre disponible pour être arbitre. Donc voilà, on a demandé à notre CRA de plancher là-dessus. Voilà, on laisse un peu de temps, je pense qu'on présentera ça au mois de juin, Vincent. Oui, c'est le but de voir comment on allait fonctionner sur les diverses formations et développements des arbitres. Et je pense que sur la formation des jeunes arbitres, notamment, on laisse beaucoup faire l'UNSS, finalement, le domaine scolaire, on dit qu'on l'expertise, nous, on valide, etc. Mais je pense qu'au niveau de nos comités, on pense tous à faire des centres d'entraînement, indoor et voire en beach, un petit peu toutes les catégories, mais il est rarement adossé à ça des formations de jeunes arbitres. Alors, il y a quelques clubs, bien sûr, qui le font en interne. En général, on apprend à nos gamins à arbitrer un petit peu, voilà, les quelques règles, mais je pense que quelque chose d'un petit peu plus appuyé, de peu plus solennel, auquel on donne de la valeur, parce qu'ils ont de la valeur, nos jeunes officiels, là, comme pas moins qu'en UNSS. D'ailleurs, on essaie de les utiliser quand c'est possible. Mais je pense que nous, on ne met pas assez l'accent là-dessus, sur la formation arbitrage jeune, en interne. Bah écoute, je ne suis pas totalement d'accord, parce qu'on a pas mal de jeunes qui sont formés à chaque session d'examen théorique. Non, là, tu parles de la validation des formations académiques. Moi, je te parle du niveau basique. Au niveau du département, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te parlais plus de la formation FF Volley et pas de la formation UNSS, en fait. Non, moi aussi. Mais au niveau de mon département, tu fais quoi, toi, CRA? Rien. C'est le rôle des départements. Moi, je te dis que non, nous… on délègue la formation initiale au CDA. Donc, c'est la commission départementale d'arbitrage qui forme les nouveaux arbitres. Oui, mais quel est le nombre sur chaque session d'arbitres formés, de jeunes? Éventuellement, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais moi, je te parle carrément de prendre bien plus jeunes. Nous, on fait des stages M9-11. On va peut-être pas faire de l'arbitrage M9-11. Mais M12, 13, 14, 15, là, on peut commencer à s'y atteler. C'est très rare que dans les stages d'arbitrage, il y ait des gamins de ces âges-là. Déjà, les clubs, très souvent, ont des scrupules. Ils demandent toujours, mais il a 16 ans, je peux? Ben, oui, bien sûr, il a 15 ans, il a 16 ans, il peut. Mais c'est très rare. Mais je veux dire, faire prendre conscience de ça et se donner les moyens de le faire jusqu'à maintenant. Enfin, je sais que dans le 95, en tout cas, on n'a pas vraiment fait. Je ne suis pas sûre d'être la seule.
C'est assez rare et ça serait effectivement bénéfique de commencer très jeune. La difficulté qu'on rencontre dans le vrai, dans le pratique, déjà, les jeunes, en théorie, ne peuvent pas arbitrer des catégories supérieures. Leurs catégories, puisqu'ils sont dans le championnat, des catégories supérieures. Il ne faut pas les mettre mal à l'aise, tout ça. Ça se comprend dans l'éducation du jeune. Au-delà de ça… Ça, c'est très contingent, hein, Isabelle. Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai vu Quentin Dinard, c'est Quentin Dinard, arbitrer en prénat alors qu'il était mineur. Oui, mais il avait 16-17 ans avec un arbitre, c'est ce que j'allais dire, avec un arbitre. Il n'avait pas 13 ans. Là, on parle des 9, 11, 13… C'est 16 ans avec un arbitre senior, oui. C'est ça. À partir de 16 ans, il est encadré par un arbitre senior. En fait, on prend sa responsabilité et ça passe. Et puis, il commence à être un peu plus mature, ça peut le faire. Un gamin de 11 ans, si on commence à lui dire « va arbitrer des jeunes de 17 ans », ça va… On essaye de les protéger un minimum. 11 ans, peut-être pas, mais des collégiens, c'est faisable. Hein. L'UNSS le fait. Hein. Après, la difficulté qui arrive, c'est que généralement, ce sont des joueurs. Très peu sont que arbitres. Donc, il faut aussi jongler entre leur disponibilité. Et on a le cas, là, en beach, on a eu plein de jeunes qui sont arrivés. On a 7 jeunes, là, des mineurs. La difficulté pour les faire arbitrer, c'est que ils jouent. Et donc, il faut leur trouver aussi des créneaux. Et sur leurs créneaux, il faut leur trouver un senior qui peut les accompagner. Les seniors, ce sont aussi des arbitres. Et on retombe un peu après dans les mêmes problèmes. Mais bien sûr, on encourage, et si les CDA arrivent à faire, et les clubs, ça vient aussi des clubs, de faire des mini-formations sur les arbitres. Les trucs initiaux, à cet âge-là, il n'y a pas besoin de rentrer dans une formation très poussée comme on fait avec les seniors. Évidemment que ça donne le goût. C'est l'éducation qui permettra derrière d'assainir aussi les seniors. Non, mais bon, c'est une réflexion à mener et ça peut très bien s'adosser à nos centres départementaux d'entraînement, comme ça pourrait très bien s'adosser des modules sur la formation en creux, pourquoi pas. Nous, on fait bien des petites initiations volées assis sur le CDE, pourquoi pas faire 2 heures d'arbitrage. Enfin, quelque part, je pense que c'est des réflexions à mener, parce que c'est pas forcément pour mener à l'arbitrage, simplement pour éveiller sur les règles, parce que les gamins connaissent pas forcément les règles. Et quelque part, on en a besoin tout le temps. Nous, on fait des championnats à partir de M9. Donc, à partir de M9, ils sont en auto-arbitrage. Donc, bon, on ne va pas embêter les M9-11 forcément, mais voilà, c'est éveiller qu'il y a des règles et que ça s'apprend et que ça fait partie. Il y a les règles du jeu, mais aussi les règles de comment on y joue et comment on les fait respecter. Donc, je pense que ce sont des pistes. Je ne sais pas si tu parles, Sébastien, de la formation volet violence fédérale. On enverra le lien aux participants, là, parce qu'il y a des… Oui, on enverra le lien aux participants parce que ça fait partie effectivement de questions qui nous ont été envoyées en amont. Donc, la première question qui nous a été en amont, elle renvoie très clairement à cette formation, puisque effectivement, on nous a demandé… elle est dispensée en visio, ça dure 3 heures et c'est dispensé par Jean-Marc Duvette, voilà. Et il y en a une le 13 mars, une le 11 avril et une le 12 juin. Donc, on enverra le calendrier, on enverra ce qu'on a reçu de la Fédé. Ça renvoie très clairement, alors je ne sais pas qui avait posé cette question, quelle attitude et quel discours doit-on adopter afin de déceler une situation de violence, harcèlement et comment gérer les situations de crise, vraiment entre enfants et parents. Donc là, ça renvoie effectivement très clairement à la formation que propose Jean-Marc Duvet. Ça peut aussi, cette question-là, par rapport aux violences, on a en ligne une sensibilisation pour tous les dirigeants de l'Île-de-France par Colosse au pied d'argile. Et je pense qu'un certain nombre de présidents de comité vont peut-être, en tout cas, ont marqué leur intérêt par rapport à cette sensibilisation et vont sans doute aussi la proposer à leurs dirigeants de club. La deuxième question, elle était que faire contre les pressions extérieures, parents de joueurs, coachs, quelles actions là, on l'a un petit peu évoqué. Alors, ça peut être si l'arbitre si la compétition est encadrée par un arbitre, effectivement, ça va être à lui de gérer un petit peu cette pression. C'est ce qu'a expliqué un petit peu Isabelle. On peut rappeler un petit peu à l'ordre les différents protagonistes. Et sinon, en amont,
effectivement former les gens. Donc là, c'est ce qu'on vous propose par une sensibilisation ce soir, et puis c'est ce qu'on a évoqué comme piste pour les saisons à venir. Voilà par rapport aux questions que vous aviez indiquées. Est-ce que Vincent en a d'autres dans le chat éventuellement? Voilà, il reste le dernier. Alors, il y en a quelques-unes qui viennent d'arriver, le temps que je les lise. Où trouve-t-on le règlement rappelant les règles du volley? Sur le site de la FIVB. Alors, personnellement, moi, je tape Rules en anglais FIVB et on tombe direct sur le règlement en français sur les sites de la FI. Il est également sur le site de la Fédération française de volley. Après, il faut réussir à naviguer dans tout leur. C'est Dans un, tout lien leur vers, extranet. c'est un lien vers le site de la FI. C'est un Sur lien le vers le site de site la de la FI. fédération, c'est un lien vers le site de la FI. Ensuite, la Fédé doit fournir les méthodes de formation des arbitres à la CDA. Nous ne sommes pas des formateurs, nous sommes nommés pour former. Oui, Frédéric, mais ça, on va en parler dans la réunion CRA-CDA qui doit se faire début mars. On peut penser que ça va être dans ton plan, Vincent, du coup, la question de Frédéric peut s'y poser. Ça va être discuté, mais oui, ça doit faire partie. Ça va être discuté avec les CDA, comment on va s'organiser pour améliorer tout ça. Et après, ça fera partie du plan. Et ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas communiquer aussi sur les règles moins maîtrisées sur les canaux informels? Alors, je ne sais pas ce qu'on peut appeler des canaux informels. Mettre des tutos en ligne ou les réseaux, oui. Alors, on revient au même, mettre des petits tutos en ligne, mettre une petite FAQ par exemple ou n'importe quoi, ça a été évoqué maintes et maintes fois. On va revenir à la même chose, qui va avoir le temps de le faire, qui va pouvoir le faire, qui va s'y mettre. Il faut qu'on voit ça avec la ligue, s'ils veulent monter une commission dédiée ou un groupe de travail, pas une commission, par exemple, parce que ça ne concerne pas que l'arbitrage, bien évidemment. Petit rappel quand même, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a des règlements qui sont mal connus ou quoi que ce soit, ça excuse en rien des débordements qu'on n'aurait pas forcément dans la vie, au travail, ou des insultes, ou juste de la bonne conduite, la civilité. Mais évidemment qu'on aimerait. Par rapport à ce qui a été évoqué sur les réseaux sociaux, dès lors qu'on peut identifier une personne, on peut rappeler l'article 3 de la charte éthique et déontologie de la Fédération française de volley. Les acteurs du volley n'exercent ou ne subissent aucune discrimination en raison de la race, du sexe, de l'appartenance ethnique, de la religion, des opinions politiques, du statut familial, ou quelle qu'elle soit. Ces acteurs, dont la liberté d'expression doit être respectée, s'abstiennent à travers leur comportement de porter atteinte à l'image ou à la réputation du volley, des disciplines dérivées, de ces acteurs, de ces institutions ou de ces partenaires. Donc, on a la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression, elle est clairement encadrée par cet article. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que ça renvoie à ce que disait Vincent, le temps de traitement. On n'a pas au sein du volleyball des personnes dédiées à vérifier les mauvais comportements, les mauvais propos tenus sur les réseaux sociaux. Mais quoi qu'il en soit, ces mauvais propos, ces propos vexatoires, discriminatoires, exposent leurs auteurs à d'éventuelles sanctions. Voilà. Si quelqu'un s'estime victime, par exemple un arbitre qui s'estime victime de propos dénigrants, vexatoires à son encontre, à la suite d'une rencontre, voilà, sur les réseaux sociaux, il peut tout à fait saisir soit le secrétaire général de la fédération, soit le secrétaire général de la ligue, pour leur demander une réparation du préjudice qu'il subit. Voilà, quelque chose qui est complètement envisageable. Bien, je rappelle que le petit module violence fédérale dont j'ai parlé tout à l'heure, il fait partie des modules certifiants. Il peut s'adosser à une formation des RE1. Voilà. Et il est gratuit. Pas de frais pédagogiques. Voilà. J'arrive pas à trouver le lien sur le site, là, ça me saoule, mais bon, on l'enverra après. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des questions directes ou pas? Parce qu'on va peut-être conclure, il est déjà 10h30. Oui. Non, il y a juste une suggestion, effectivement, d'imposer les webinaires à partir des M15 ou M18.
Et c'est vrai que ça fera partie des réflexions qu'on aura, mais dans ce sens-là, après, il faut que ça soit aussi gérable. Voilà, mais on va y réfléchir. Je crois bien que c'était la dernière question que j'ai vu passer. Ouais, en tout cas, j'en vois pas d'autres. Donc, Du coup, est-ce qu'il y a des questions directes ou pas dans l'auditoire? Moi, je vois pas lever la main, là. Je n'ai pas la vision d'ensemble. Je n'ai pas de Non, grand écran. Il n'y a Non. pas de main Non. levée. il n'y a pas de Non, main il n'y a pas de levée. question. Et- Bah, du coup, Sébastien, la conclusion t'appartient. Oui, je vais être relativement bref. D'abord pour vous remercier toutes et tous d'avoir été présents ce soir. On ne savait pas effectivement si ça allait être relayé dans les clubs, si un certain nombre de personnes allaient être présentes. Donc je voulais d'abord vous remercier. Je pense que vous avez tous compris l'intérêt de ce petit webinaire. Notre sport est un sport où la violence est généralement absente et il faut qu'elle reste absente de notre sport. Ça fait partie, à mon sens, de notre ADN. Et pour moi, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des joueurs en premier lieu, des entraîneurs, des capitaines, des arbitres, des parents, du public et forcément des dirigeants. Voilà. Donc c'est notre affaire à tous pour préserver notre bien commun et nos valeurs de respect, de partage et de sportivité. Voilà. Donc encore merci pour vos présences et puis vous avez compris qu'on allait continuer à travailler, à œuvrer, à vous présenter à la jeu de juin prochain un certain nombre de mesures. Excellente fin de soirée, excellente nuit à toutes et à tous. À bientôt.